Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour à tous, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Merci d'être avec nous encore une fois pour cet autre épisode de Dans la cage. Patrick Côté, Yes! en forme? Très en forme. Excellent. Gros show. Excellent. Gros show. Évidemment, pour revenir sur un gros gala de l'UFC du côté d'Abu Dhabi, oui, voilà. Jamais été là. Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi. Abu Dhabi, la semaine dernière, entre Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier. Khabib qui a remporté ce combat et est maintenant le champion incontesté. Il l'était déjà. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus de doute. Champion incontesté des poids légers. On va Exact. revenir, bien sûr, sur cette performance-là. D'autres combats également qui ont retenu notre attention, notamment la demi-finale, Paul Felder contre Edson Barboza. On va faire, bref, un récapitulatif complet de ce gala du côté d'Abu Dhabi. Abu Dhabi? On va l'avoir. Ah ben, Je pense que je vais le dire plusieurs fois durant la prochaine heure, donc je suis peut-être mieux d'apprendre à articuler. Voilà. Gala à Vancouver également qui s'en vient ce samedi. Arrête de me regarder de même. Le gars me regarde. Je sens qu'il va rire de moi à quelques reprises. Ah ben allez. Oui, ça va très bien déjà. Donc Vancouver cette fin de semaine. La finale, ça promet. Justin Gaethje contre Donald Cowboy Cerrone. J'ai eu la chance de parler à Cowboy d'ailleurs oui. ce matin. Petite entrevue de rien. Il était un petit peu endormi, il était de bonne heure là, pour lui, là, mais fidèle à ses habitudes, Cowboy il est prêt pour une guerre, donc ça promet. Ouais, j'espère qu'il est prêt parce que Justin Gaethje, c'est pas mal son nickname, ça serait supposé être ça, The War. Ouais, Justin Gaethje, ouais. The War. Ou C'est incroyable. violence, Ah ou ouais. nommez ça comme vous voulez, ça promet. En tout cas, ça devrait brasser ce combat final. Et à la demande générale, nous parlerons du combat de boxe que va livrer mon partner, Patrick Côté. Et lui non plus s'attaque pas à quelqu'un, à un petit monsieur, disons ça comme ça. Il s'attaque Exact. à un gros défi en Hugo Girard, l'ancien homme fort. Évidemment, c'est pour la cause, mais on va parler à Hugo Girard un petit peu plus tard Il est encore dans fort, l'émission. hein. C'est pas l'ancien homme fort, il est encore fort. Non, il est immense, là, sérieusement. Mais un sympathique bonhomme quand même. J'ai pas eu la chance de lui parler souvent, mais il a l'air, en tout cas, sympathique. Tu le Super connais mieux que moi, donc on va lui parler dans quelques instants plus tard à l'émission pour mettre la table et pour expliquer pourquoi vous entrez dans le ring ensemble. Exact. Abu Dhabi! Wouh! Comment t'as aimé ton gala de samedi? C'était de bonne heure en plus, c'était le fun. Ouais, c'était le fun, un petit samedi en Samedi famille. après-midi. Ça arrive pas souvent. Ben, ça faisait quand même 2 semaines qu'on était en congé, mais écoute, ça a été un bon gala. Pour vrai, d'un bout à l'autre, ça a passé très, très vite. On avait hâte que la finale arrive, c'est sûr, de Nurmagomedov, à mon avis, qui est le meilleur combattant livre pour livre, là, même si on a encore John Jones dans le premier. À mon avis, Nurmagomedov devrait être là, juste pour la raison que on regarde les dernières performances de Nurmagomedov, comparativement aux dernières performances de John Jones qui sont assez, à part qui a passé à travers Gustafsson, là, mais tu regardes ce qu'il a fait dans ses derniers combats, tu regardes Anthony Smith, Sagua Santos, 2 décisions, combat ordinaire, il y a eu Oven Simprou aussi, décision ordinaire. C'est sûr qu'il y a eu Cormier qui a passé le KO, Gustafsson après, mais Je te dirais que les 2 derniers surtout, là, Anthony Smith, il aurait dû passer au travers beaucoup plus facilement, le battre beaucoup plus facilement parce que Smith n'a pas fait grand-chose durant ce combat-là et Jones n'a pas réussi à terminer le travail. Et Santos a vraiment livré un excellent combat et ça a été serré, une décision partagée d'ailleurs. Donc. Écoute, le gars est 28-0, il domine ses adversaires, il est démoli psychologiquement dans le premier round. Après ça, tu vois, ils savent pas où aller, ils n'ont plus de réponse à rien. Et là, on a Nurmagomedov qui fait sa job comme il fait d'habitude. Après ça, il va les démolir physiquement. Il s'est fait pincer cependant par Poirier. Début du deuxième round, si je ne Mais on m'abuse. a vu Poirier quand il a commencé le deuxième round, là, il était cassé. Mentalement, il était brisé, il ne savait plus trop quoi faire. J'ai été surpris aussi combien de fois qu'il a regardé dans son coin pour savoir quoi faire. Rendu à ce niveau-là, là, tu peux regarder une couple de fois, juste peut-être savoir le temps ou juste savoir qu'est-ce qu'il va. Mais là, à toutes les fois qu'il était dans le trouble, il regardait dans son coin et tellement
Qu'est-ce que je fais? Exactement. Je dis, OK, là, ça, c'est un point ça montre que tu n'es pas dans le combat pantoute. Tu es complètement à l'extérieur. Tu cherches des portes de sortie, tu cherches des réponses que tu n'as pas, clairement, parce que tu demandes de l'aide extérieure. Donc, ça, j'ai trouvé ça bien bizarre de Poirier. À un moment donné, il était très, très fatigué. Il était sorti, il essayait d'y aller juste avec le home run, avec un coup à la fois. Il nous a habitués à travailler beaucoup en volume. On avait parlé, c'était ça, cette clé de la victoire aussi, travailler beaucoup en volume. Passer très près de la guillotine, ça, il faut lever notre chapeau. Puis il faut lever le chapeau aussi à Nurmagomedov, qui n'a pas paniqué sur un moment donné. On l'a vu, là, il a comme un petit peu paniqué, il a repris ses esprits, il a été resté calme, puis il s'en est sorti. La guillotine était vraiment, vraiment très, très serrée, mais il a tellement dépensé d'énergie sur cette guillotine-là que quand ça il a lâché, il ne restait plus rien. Puis de vue, là, après, je pense que c'est 30 secondes, 45 secondes ça après, pris, il a passé le tractement arrière. Nurmagomedov, who's next? Ben là, on espère qu'on va être capable de faire le combat contre Ferguson. Évidemment, on l'a essayé 4 fois et ça n'a pas marché. Là, une 5e fois, on espère que ça va être la bonne. Encore une fois, je sais que la possibilité que ça arrive est très minime, mais on parle encore une fois le nom de Georges Saint-Pierre qui revient encore sur les lèvres, sur les tableaux des médias. Ben, Nurmagomedov lui-même l'a mentionné. C'est sûr. Donc, il a parlé d'organiser un combat sur le continent africain. Il a nommé quelques pays. Je crois qu'il a dit ça en entrevue avec notre collègue de TSN, Aaron Bronstetter. Oui, sauf que quand il a parlé de Georges, il a dit qu'il faut que ça se passe au Canada ou en Russie. OK. Ouais, OK. Donc puis, son gars-là en Afrique, c'était pas contre Georges Saint-Pierre. En tout cas, il a dit bien des choses, là, mais il a dit qu'il aimerait ça se battre aussi en Afrique. Puis quand on a posé la question à Dana White aussi, elle a dit Georges Saint-Pierre face à Habib, est-ce que ça pourrait arriver? Ben, il a dit sure. Sure, c'est ça. Donc, ferme pas la porte, mais il n'est pas entré dedans à pieds joints non plus. Exactement. Là, puis, il y a quelques jours à peine, il disait que Georges Saint-Pierre, il n'y avait aucune chance. Donc, puis je pense que Georges le dit aussi. On lui a demandé sa réaction par rapport à ça et Georges a dit oui, Dana White a dit sure, mais je ne gagerai pas ma maison là-dessus. Là, si les gens veulent le voir. Si les gens veulent le voir, dans le sens où OK, la porte est peut-être entrouverte, là, mais même Georges ne semblait pas trop optimiste à ce. Je vais juste expliquer le concept là, de ce combat-là entre Georges et Habib. Premièrement, Georges ne reviendra pas pour un catchweight. Il va revenir pour devenir champion dans 3 catégories de poids différentes. S'il veut passer à l'histoire, c'est ça qu'il doit faire. Pas un catchweight juste pour avoir une autre victoire de plus, pour défendre, pour briser une séquence victorieuse d'un gars qui est invaincu, mais qui est invaincu à 155 livres. Donc, sa victoire n'aura pas la même portée de s'il va remporter à 165 ou 160 livres. Premièrement. Deuxièmement, Georges est sorti du système de l'UFCDA. Donc, maintenant, s'il veut revenir dans le stade de l'UFC, il doit passer un 6 mois de test de l'UFCDA avant d'être admissible à un combat dans le restant de l'UFC. Donc, déjà là, il faut qu'il reparte dans le processus. Il existe des manières de le contourner quand même. Brock Lesnar avait eu une exemption, entre autres. Est-ce que Georges voudrait passer par là? Je ne sais pas si... Compte tenu de son bagage et de son opinion par rapport aux produits dopants, je pense que Georges, de toute façon, voudrait faire les choses de la bonne façon et pas demander de raccourcis. Là, oui, exact. Mais ça peut toujours arriver, une dérogation, peut-être. Est-ce qu'on a appris avec Brock Lesnar, on ne veut plus le faire? On ne sait pas. Ouais. Et deuxième chose aussi, c'est que là, Georges est loin de 155 livres. Là. Ouais. Ça va prendre du temps, ça va prendre une bonne préparation d'arriver. Et c'est pas un combat de 155 livres contre n'importe qui. Là. C'est contre le meilleur combattant livre pour livre. Là. Donc, c'est pas fait du jour au lendemain, ça. Là. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent ambiguës, puis il y a bien des doutes qui se passent là-dedans. Puis tout ce que je vous viens de vous dire là, il faut que tout ça soit enligné, puis que ça arrive tout en même temps. Les chances sont plutôt minces. C'est ça. Les gens au Québec, les amateurs au Québec et au Canada en général, on aimerait voir ce combat-là, ce duel-là entre Habib et Georges Saint-Pierre. Ce sentiment est partagé dans une certaine mesure par les amateurs en général d'arts martiaux mixtes, mais par rapport à Habib Nurmagomedov, c'est sûr que personne ne dirait non pour ce combat-là, mais je pense que le combat qu'il faut faire, et c'est ce qu'on voit sur les médias sociaux et à travers les journalistes et à travers les fans, c'est il faut faire Ferguson contre Habib. Ben oui, c'est sûr. Et c'est un combat qui est beaucoup plus facile à mettre sur pied.
Et puis c'est un combat qu'on attend depuis si longtemps. Ça fait 4 fois qu'on essaie de le faire. Plus facile de mettre sur pied, c'est oui puis non. Oui puis non. Mais non, c'est facile de mettre sur pied. De se rendre au moment où les deux gars vont marcher vers l'octogone. C'est une autre paire de manches parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des malchances, il y a eu des coupes de poids qui ont pas bien été. Tout est arrivé. Donc, comme ils disent... La 5e fois sera peut-être la bonne, mais je pense qu'il y a le consensus que c'est le combat. Et même Habib dit qu'il faut donner la chance à Ferguson, qui est sur une séquence de 12 victoires à 155 livres. J'aimerais ça parler de la bourse de Nurmagomedov. 6 millions, hein? 6 millions. Ça, c'est sa bourse? Oui, c'est sa bourse. OK. Il y a eu 6 90 000 à cause de 40 000 de Reebok. Okay. Il y a eu 50 000 de plus de bonus à cause de performance de la soirée. Okay. Donc, 6 90 000. Écoute, là, on est rendu... Donc, c'était un frais de 6 millions pile, tout simplement pour se battre. 100 Puis, écoute, là, on vient de passer à un autre niveau. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui ont déjà fait plus d'argent que ça, comme George puis Connor, avec des ventes de pay-per-view. Ça, c'est sûr, il y en a qui ont dépassé ça. Mais en même temps, je pense que Nurmagomedov a eu aussi des pourcentages sur les pay-per-view. Ouais. Mais une bourse qu'on a déclarée publiquement et que ça soit visible au public de 6 millions en arts martiaux mixtes, on n'a jamais vu ça. Et c'est sûr que c'était quelque chose comme... c'était 200 000, c'est ça. Okay. 250, quelque chose comme ça. C'est sûr, le gap est quand même assez différent. Il y en a qui disent, ouais, mais il a dû négocier plus que ça. Le problème, là, c'est... Puis moi, je sais... Les athlètes d'arts martiaux mixtes au UFC là, vont accepter souvent de se battre. On s'entend, 250 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais ils vont accepter de se battre pour le prix qu'on t'offre pour avoir la chance de devenir champion du monde. Être champion du monde, souvent, vaut beaucoup plus que de l'argent dans tes poches. Parce que tu peux le monnayer par la suite. Oui, mais juste le fait de l'accomplissement pour un athlète. Tu vas dire à n'importe quel joueur de hockey, là, on va te donner 100 000 par année, puis tu vas jouer pour la Coupe Stanley. Il y en a une maudite gang qui vont faire la file. Là, parce que la fierté de gagner la Coupe Stanley, c'est la même chose que de gagner la ceinture de l'UFC, de devenir champion du monde. Puis on a vu comment il était détruit après Poirier, parce qu'à mon avis, il n'a pas donné une bonne performance. Mais écoute, qui a déjà donné une bonne performance contre Nurmagomedov? C'est ça. Il n'y a pas à rougir de sa performance. Il devait être déçu. Mais... Ouais, il te fait montrer vulnérable à toutes les fois. C'est la force de Nurmagomedov. Puis tout le monde sait ce qui va arriver, puis personne n'est capable de le bloquer. C'est ça. Donc 6 millions pour Habib Nurmagomedov, quand même très intéressant. Au moment où l'UFC est devant les tribunaux il se fait poursuivre, là, puis on veut vraiment déterminer quelle est la compensation quelle est la compensation que la compagnie offre à ses athlètes. Et là, présentement, il y a un juge qui a ça entre les mains qui va décider si on accepte d'aller en cours avec ça, là, parce qu'il y a c'est Culinary Union, quelque chose de même. Ouais, non, en fait, c'est Kong Lee là, qui a amorcé une... ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais là, c'était devant les tribunaux. Et là, on sait que l'UFC donne un très petit pourcentage de ses revenus aux athlètes. C'est 9%. On aura probablement la chance d'en reparler. Oui, c'est ça. Mais quand on parle les compagnies en général, les compagnies privées, privées aux États-Unis en général ont plus que 9% en salaire à leurs employés. Exact. C'est parce qu'ils se comparent à la Ligue nationale de hockey puis au baseball puis au football où le partage des revenus est quasiment 50-50 à travers les équipes, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que les autres ils veulent être reconnus comme un sport aussi gros que, ça n'arrivera jamais comme la NFL, là, mais comme la Ligue nationale de hockey, des choses comme ça. Mais quand tu regardes le partage des revenus dans ces sports-là, c'est quasiment 50-50. Donc, ça n'a pas de sens. Là. C'est juste pour ça. C'est ça. Donc, on aura peut-être la chance d'en reparler dans un prochain podcast parce qu'il y a un juge qui a ça entre les mains, comme je le disais, et peut-être qu'il y aura une action collective là, qui sera autorisée de la part de certains combattants envers l'UFC qui a dû déposer pour la première fois publiquement certains documents là, comptables. Donc, on en a appris beaucoup plus au cours des dernières semaines sur les revenus dont les athlètes disposent à ce moment-là. Dernière affaire, je sais qu'on va peut-être sauter des choses parce qu'on parle beaucoup de ça, mais t'as-tu vu dans le coin Javier Vasquez, là, qui était Javier Mendez qui était là, l'entraîneur en chef d'American Kickboxing Academy, il n'a pas dit un mot. Non. Parce que le père de Nurmagomedov était dans le coin. Hey, va te dire de quoi, là, le coach de l'American Kickboxing Academy était de même, puis il regardait, puis
Il regardait s'il pouvait quasiment parler, demander quasiment la permission parce que c'est la première fois qu'il était dans le coin de Nurmagomedov, son père, parce qu'il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis s'il y a un problème de visa. Fait que, tu sais, c'est la première fois qu'il était là. Tu vois, là, que le monde autour, là, il se tient en arrière, puis c'est le bonhomme qui tient les rênes, puis c'est lui qui décide. Puis, c'était bizarre de voir ça. C'était bizarre, c'est ça. Mais tu l'as bien dit durant la diffusion. Ce gars-là l'entraîne depuis qu'il est tout jeune. Ouais. Il est très, très proche de son père, encore une fois. Et puis, c'est arrivé après l'histoire contre Connor, il dit mon père va me donner la fessée, là, pratiquement. Là. Oui. Dans cette culture-là, tu vois que la figure paternelle est encore très, très, très importante. Elle l'est pour Khabib Nurmagomedov et c'est son coach, comme on le disait, depuis si longtemps. Donc, Jonathan Vallée, qui est un combattant ici au Québec professionnel, il s'est déjà entraîné au TriStar. Puis il y avait Ruslan Khabilov qui s'entraînait là. Puis c'était un des meilleurs partenaires d'entraînement de Khabib. Okay. Et il parlait justement à Jonathan. Puis Jonathan, il me contait ça cette semaine. Il me contait ça. Il dit, écoute, il était dur avec nous autres. Si on arrivait les cheveux un petit peu trop longs, là, ben, tu t'entraînais pas. Tu restais chez vous, puis tu avais honte, des choses comme ça. Puis il était vraiment rough. Le père de Nurmagomedov, c'était rien comparé comment il était rough avec son fils. Il dit, c'est incroyable. Puis ils ont une mentalité complètement différente. Eux autres, ils sont dédiés à ça. Mais regarde, il est 28-0 aujourd'hui, puis il n'a pas volé. C'est ça. Donc, une superbe performance de Khabib Nurmagomedov qui a dominé à peu près chaque minute, à part peut-être une minute au début du troisième round où Poirier tentait la guillotine, mais tout de suite après ça, comme on le disait, ça s'est terminé en soumission, étranglement arrière du champion Khabib Nurmagomedov contre Dustin Poirier. Paul Felder contre Edson Barboza. Maintenant, c'était la demi-finale de ce gala UFC 242. Quel combat, honnêtement. Comme le premier. De l'action mur à mur. Et c'est dommage parce que les cartes des juges jettent ombrage sur la performance des deux athlètes. On va vous expliquer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Paul Felder a gagné par décision partagée. C'est juste qu'il y a un juge qui a donné 30-27 à Barboza et un juge qui a donné 30-27 à Felder. Et l'autre juge a donné un 29-28, donc 2 rounds à 1 à Felder, ce qui fait en sorte que l'Américain a gagné. Mais autant le 30-27 à Barboza est bizarre, autant le 30-27 à Felder est bizarre. La combinaison des deux fait pas de sens. La combinaison des deux fait comme pas de sens. Regardez où? Cependant, je pense que la décision finale, c'est pas un vol, là, dans le sens que la victoire est allée à Felder. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre parce que c'était extrêmement serré. Les deux gars ont eu leur moment, puis les deux gars se sont fait toucher, puis ils sont demeurés debout. En tout cas, c'était quelque chose. Puis on a donné 4 performances de la soirée. Pas de fight of the night. Mais ça, c'était le fight of the night. Je comprends pas comment que ces deux gars-là sont partis maganés de même. Ils ont resté en face un entre l'autre. Puis on s'est frappé dessus. Puis c'était le meilleur combat de la carte. Puis on leur a pas donné de bonus. Et ça, je trouve ça plate un petit peu pour eux autres. Et ce qui est arrivé, c'est que Felder, en fait, il y a eu deux coups de tête accidentels au premier round. Felder était magané, mais comme on le disait, resté debout. Il est revenu fort dans les rounds 2 et 3 parce que même s'il s'est fait amener au sol, Felder, au deuxième round, je pense que c'est lui qui est peut-être allé chercher ce round-là avec des coups de coude. Était très efficace sur son dos. Et c'est peut-être vraiment ça qui a fait la différence. Et ce round-là, le deuxième, aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. Parce que... Et là, j'ai vu que Barboza allait vouloir appeler de cette décision-là. Ça n'arrivera pas. Non. Ça ne changera pas. La décision a été faite. On ne peut pas changer une décision un coup qu'elle a été donnée. À moins qu'on prouve vraiment que les juges ont été corrompus ou achetés ou whatever. Mais ça ne changera rien. Okay? La décision ne va pas changer. On ne changera pas ça en nul technique ou en no contest. Ça ne changera pas. Okay? Je pense qu'ils vont dépenser de l'énergie pour rien. Mais c'est sûr que c'est plate. Mais écoute, c'est ça. Quand tu t'en vas dans la décision des juges, ben c'est plate, là, cette phrase-là, mais c'est vrai. Tu peux toujours être surpris. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé de se knocker les deux. Non, c'est ça. C'est pas faux d'avoir essayé. Exactement. Toi, tu l'aurais donné à Barboza, peut-être? Non, ben écoute, c'était serré aussi. Je suis pas vraiment... je suis pas choqué de la décision. Ça avait été de l'autre côté, j'aurais été correct aussi. Je comprends, mais c'est le 30-27 des deux bords que je comprends pas. C'est juste pour ça. Donc, Paul Felder devrait faire un bond dans les classements. L'UFC, il était 10e. Il a battu Barboza qui était 7e. Clairement, la plus grosse performance de sa carrière. Et après, il a appelé des gars comme Gaethje, Tony, Connor. Parce que l'affaire, c'est que Barboza avait gagné le premier combat aussi. Donc, il prend sa revanche du combat qui avait été lieu en 2015.
Là, est-ce qu'on va faire une trilogie de ça? C'était tellement bon. C'est tellement des bons combats qu'effectivement, ça Exact. pourrait être le combat final d'une carte. Là. Ouais, puis pour Paul Felder, c'est assez un gamer que je suis sûr qu'il irait. Sauf que là, c'est sûr que lui, il aimerait mieux avancer, avoir des plus gros combats. Puis, tu sais, moi, après 2 combats de même, là, je suis pas sûr que ça me tente de faire un autre 3e combat, sortir magané comme ça. Ouais. Là. Hey, c'est bien une affaire que tu veux pas dans la vie, là, c'est bien recevoir un coup de pied de Barbosa. Là. Non, c'est ça. Il en a donné des solides. Là, oui. Mais oui, effectivement, un tough Paul Felder, il a vraiment encaissé tous les coups que lui proposait Barbosa dans ce combat. Il était très ému également. On l'a vu, là, que c'était important pour lui, cette victoire-là, Paul Felder, par la suite. Islam Makhachev, on en a parlé dans le podcast la semaine passée. On avait vraiment hâte de voir ce qu'il avait dans le ventre contre Davi Ramos, le Brésilien. J'ai été déçu par Makhachev. N'a pas fait grand-chose dans les 2 premiers rounds. A dominé le 3e, aurait pu finir le travail, mais je m'attendais à une victoire peut-être un peu plus éclatante là, du Russe. 2 styles qui ne se marieraient pas du tout. C'était 2 styles qui n'allaient pas ensemble parce que les 2 se ressemblent beaucoup. 2 spécialistes au sol, qui ont voulu rester debout. Qui ont voulu rester debout parce qu'on respectait peut-être trop le jeu au sol de l'autre. Un combat qui a été très décevant, oui, un long combat parce qu'il y avait des grands bouts qui ne se passaient pas grand-chose. Mais écoute, Makhachev qui tombe 18-1, une super belle fiche pour lui. J'avais pas une super belle victoire, mais une super belle fiche. Puis, écoute, j'ai bien hâte de le revoir, peut-être avec un adversaire qui va être plus à sa mesure pour déployer son talent, mais clairement, ces 2 styles-là n'allaient pas du tout ensemble. Autre KO, Curtis Blades contre Shamil Abdurakhimov. Je pense que Blades a prouvé qu'il avait la meilleure lutte chez les poids lourds présentement. Il a fait qu'une bouchée là, de son adversaire. Ouais, puis Abdurakhimov, là, c'est pour vous montrer comment que les poids lourds sont faibles au UFC. Ce gars-là, il est mauvais debout. Supposé d'avoir une bonne lutte, c'est fait. Puis, je veux pas dire que Curtis Blade n'est pas bon, là, mais ce qu'il a fait pour amener le combat au sol, c'était rien d'extraordinaire. Abdurakhimov ne se défendait pas vraiment. Là. Puis, pas capable de se relever debout, pas capable de se tasser un petit peu, chercher un angle. Il reste complètement flat sur le dos. Puis, lui, il était classé dans le top 10, je pense, ou top 15. En tout cas, sûr et certain, top 15 mondial. Donc, c'est pas pour discréditer les combattants. Mais clairement, la division des poids lourds est la plus faible de l'organisation, ça c'est sûr. C'est celle où il y a le moins de profondeur. Les combattants du sommet sont très bons, les Ngannou, les Miocic. Blade s'en vient. Blade s'en vient et son ground and pound était quand même assez dévastateur. Là, il a juste brisé le nez avec un coup de coude de Abdurakhimov. C'était le temps que l'arbitre arrête ce combat-là. Et on parlait qu'il n'y avait pas eu de bonnie de la soirée pour Felder et Barbosa, en raison notamment de 2 KO, là, mais... Solide, là. Puis je vais répéter ce que tu dis souvent, c'est il y a des beaux KO, mais il y en a qui font peur. Celui contre Nordine Taleb. Donc, Mousseline Salikov a battu Nordine Taleb, Québécois d'adoption qui s'entraîne au Tristar. Un coup de poing, une grosse droite, Taleb au sol. Mais Taleb a été out pendant 2, 3, 4 secondes, mais c'est quand même relevé, puis avait pas l'air trop mal en point. Il était mêlé parce qu'il pensait que le combat était fini, puis il se demandait il y avait les jambes qui étaient avec de la misère à se tenir debout. Mais t'as vu, quand l'officiel a dit c'est terminé, il a dit quoi, c'est fini, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vois qu'il a perdu la carte pendant quelques secondes, il savait plus trop ce qui se passait. Puis oui, c'est vrai, il était ébranlé, puis c'était la bonne décision, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais celui de Otman Aizaitar contre Teemu Packalén, le Finlandais, là. Ouf, quand Packalén s'est mis à faire le bacon. Là. Faceplant, un coup de poing, tombe en pleine face. Écoute, ça a été ferme les lumières. Là, vraiment, là, tu débranches l'électricité du mur, puis bang. Et en plein sur le nez, tombé comme une planche, pouf, au sol, et puis là, il s'est mis à avoir un peu des tremblements. Un peu de convulsions. C'est pas des choses qu'on veut voir, c'est des risques du métier, ça c'est sûr. Il y a des, comme tu disais, des beaux KO, des KO que tu dis, oh, ça va faire du dommage. Puis surtout que Packalén revenait d'un gros KO aussi, ça faisait 2 ans qu'il s'était pas battu. Ça va peut-être encore prendre 2 ans. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis juste en revenir sur Nordine, je trouve que c'est un combattant qui est élégant. C'est un gars qui a une super belle shape. Mais son problème, c'est qu'il veut trop être technique. Il veut trop bien paraître techniquement. Puis quand tu te bats contre un gars comme Salikov, qui a plus de 200 combats de kickboxing puis de Muay Thai, lui, là, paraît bien, là, ça lui passe 10 pieds par-dessus sa tête. Il est tellement habitué de manger des coups puis d'avancer. Lui, il va mélanger puis il va rentrer ça comme une guerre de rue. Là. Puis quand tu commences à être un peu trop technique, tu te déplaces, puis à un moment donné,
touch, puis tu t'en vas, ben c'est ça. Il y a des risques que tu te fasses pincer parce que lui, il va toujours avancer. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça a été le problème de Nordine dans ses derniers combats. Il avait gagné son dernier combat. Il était sur 2 défaites consécutives avant. Puis c'était ça qui est arrivé aussi. Il n'y a pas une victoire convaincante depuis longtemps. Sa dernière victoire était convaincante, mais contre un gars qui n'était même pas dans sa vraie catégorie de poids. Un gars qui avait eu l'appel quelques jours auparavant. Elle n'était pas convaincante. Sa dernière victoire, c'était à Ottawa. C'est ça. C'était convaincant dans le sens que c'est une décision unanime, mais tu sais, c'est contre un adversaire comme ça qui a eu l'appel une semaine avant, même pas, puis qui est dans une catégorie de poids inférieure. Il faut que tu envoies un message puis que ce soit sans équivoque, hors de tout doute, même un KO idéalement ou avant la limite. Là. Ouais, plus une domination qu'il nous a offert, mais je trouve, en tout cas, moi, je trouve, c'est une opinion bien personnelle, là, que Nordine essaie trop de bien paraître, qu'il y a des belles techniques debout, puis il y en a une belle, mais c'est pas des katas qu'on fait, là. C'est un fight. Donc, bring the fight. Il faut que tu te battes. Il ne faut pas juste que tu touches. C'est pas un sparring. C'est des vrais coups. Là. Donc, c'est plus ça que mon opinion là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Puis, clairement, il a été pris un petit peu par surprise là, parce qu'il avait les mains basses. Tentait de se reculer un petit peu, mais l'autre, il est juste rentré flush avec sa main droite. Et puis, ça a été terminé. Bonsoir, on ferme les lumières. Donc voilà pour cette carte de l'UFC 242. On revient en Amérique du Nord, chez nous au Canada, à Vancouver cette fin de semaine. Ce samedi, carte présentée sur les ondes de RDS2 en intégralité. Ça va commencer avec la carte préliminaire à 18h, la carte principale à 20h. Tu seras en compagnie de Jean-Paul comme d'habitude. C'est pas une carte, c'est pas une carte, quand tu regardes les noms, là, c'est pas une carte qui fait saliver en général, sauf la finale. La finale, ça fait saliver, puis ça devrait être violent à souhait dans le bon sens du terme. 2 gars qui aiment ça quand ça brasse. Justin Gaethje et Cowboy Cerrone, à quel genre de guerre tu t'attends? Il ne faut pas que Cerrone échange coup pour coup. Ça, c'est le style de Gaethje. Gaethje a fait ça toute sa carrière, des guerres. C'est pas un combattant qui a une boxe propre, mais c'est un warrior, c'est un guerrier qui va vers l'avant, capable de prendre un coup. Il se fait ébranler à tous les combats, puis il revient, puis il bat ses adversaires à l'usure. Vraiment, c'est souvent ça qui arrive. Et Cowboy, c'est un gars qui est ultra technique, il est capable d'y aller à une bonne guerre, mais pas coup pour coup avec Justin Gaethje. Il va se faire pogner, il va se faire pincer s'il va comme ça. Donc, Gaethje va aller vers l'avant. Il faut que Cerrone utilise combinaison pied-point, qu'il utilise toutes ses armes, puis au pire, qui essaie d'amener le combat au sol. Mais faut pas. Il y a beaucoup de monde qui oublie que Gaethje, c'est un excellent lutteur. C'est un gars qui vient de la lutte. On le voit souvent, on le voit tout le temps debout puis frapper avec ses mains, avec ses pieds. Mais c'est un excellent lutteur. Donc, l'amener au sol, ça va être compliqué. Mais si on va au sol, je donne avantage à Cerrone, ça c'est sûr et certain. Mais il faut pas que Cerrone rentre dans une guerre coup pour coup puis on se plante les pieds dans le milieu puis on swing, comme on dit, parce que ça pourrait être dangereux pour lui. Parce que c'est un combat de 5 rounds. Ce sera la finale du gala. Est-ce que tu as l'impression que, bon, Gaethje, on le sait, là, qu'il va avancer, il met beaucoup de pression dès le départ. Lui aussi, c'en est un qui a pas, tu sais, que ça ne dérange pas que ce soit pas beau. Là. Lui, il va avancer, puis il est prêt à prendre des coups pour en donner. Là. Est-ce que tu as l'impression que si Cowboy est patient d'entrée de jeu, on sait qu'il a fait souvent des 5 rounds, il a un bon conditionnement physique. S'il est patient d'entrée de jeu, s'il laisse passer un petit peu la tempête Gaethje, s'il est capable de passer au travers dans les 2 premiers rounds, Cowboy peut avoir l'avantage par la suite? C'est dur à dire. Gaethje est comme un mort-vivant. Là. Et tu penses qu'il est fini, il s'en relève puis il continue. Tu peux jamais compter Gaethje pour battu. Jamais. Mais ces 2 défaites, tu vois, ces 2 défaites, c'est 2 KO. Contre Eddie Alvarez, ça se passait au 3e round, tard au 3e round, puis contre Dustin Poirier, tard au 4e round. Puis je me rappelle que Gaethje avait dominé Poirier en début de combat. Ses coups de pied aux jambes étaient intenses, étaient dévastateurs, mais Poirier avait réussi à survivre. Et puis... Même chose avec Alvarez. On se souvient, Alvarez avait la joue grosse de même quand il a fini le combat. C'est sûr, eux autres, ils ont été capables de prendre les coups, passer à travers. Mais est-ce que Cowboy va être capable de faire ça? Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir, mais Cerrone, d'habitude, il nous a habitués à être un slow starter. Mais il faut qu'il soit, même s'il veut être patient en début de combat, il faut qu'il soit prêt. Là. Parce que l'autre, il va aller en ligne droite, puis juste en ligne droite. Ça va ressembler un petit peu peut-être à avec un plus gros défi, là, mais Alexander Hernandez, quand il avait affronté Cowboy, il était sorti très très fort, très agressif. Cowboy avait réussi à passer à travers la tempête pour revenir fort par la suite.
Mais Gaethje est supérieur à Hernandez dans plusieurs d'expérience aussi. Probablement beaucoup plus puissant, beaucoup plus... Ouais, c'est ça. Gaethje a été dans des guerres. Donc, j'ai très hâte de voir. Je disais que j'ai parlé à Cowboy Cerrone. Ça va être disponible sur notre site internet rds.ca. Quelques extraits de cette entrevue-là. Il était relax ce matin, Cowboy. Il était de bonne heure du côté de Vancouver. Donc, ouais, c'est ça. Il semblait pas nerveux. Il a dit qu'il avait hâte d'être justement dans une bagarre de rue. Là. Il dit, regarde, c'est un style comme le mien. Là. Les deux, on est là pour donner le spectacle. C'est ce qui va arriver. Cowboy 4-0 au Canada aussi quand même. Donc, probablement que la foule sera derrière lui. Il aime beaucoup se battre ici. Il a dit qu'il manquerait juste Montréal. Donc, le message est lancé à l'UFC. Si vous voulez revenir finalement à Montréal là, après presque 3 ans, plus que 3 ans d'absence, Cowboy, on le prendrait, nous, en finale à Montréal. Donc, ou en demi-finale de Georges contre Habib. Ouais. Ça de même. C'est pas fou comme idée. J'aimerais pas ça. Donc, mais Cowboy et semblait aussi confiant, Pat, que si le bat Gaethje, ça le replace dans le siège du conducteur comme d'aspirant numéro 1 là, pour affronter le gagnant de Tony Ferguson contre Habib Nurmagomedov. Peut-être, sérieusement, si ça arrive, il gagne, je serais pas surpris qu'on le mette parce que c'est Cowboy Cerrone. Je trouve pas qu'il le mériterait, même si on s'entend, il a perdu son dernier combat, mais avec une seule victoire qu'on le remette dans un combat de championnat du monde. Mais on va commencer à manquer de monde, là. Aussi à 155 livres pour se battre contre Nurmagomedov s'il passe à travers Ferguson. Et c'est sûr qu'il n'y a personne qui va se plaindre si on met Cerrone contre Nurmagomedov, si Nurmagomedov passe à travers Ferguson. Que ce soit simplement pour service rendu à la compagnie de Cowboy Cerrone. Rapidement, les autres combats qui pourraient nous intéresser, le Glover Teixeira contre Nikita Krylov chez les 205 livres. Antonio Carlos Jr. Raya Hall, retour. On sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, Raya Hall. Mais 4 défaites à ses 6 derniers combats. Donc, il serait dû pour retrouver le chemin de la victoire. Et peut-être le Canadien d'adoption, là, Misha Cirkunov, un gars qui habite à Toronto contre Jimmy Crute. Lui aussi, il est dû pour revenir. Son dernier combat à 205 livres contre Johnny Walker. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été trop long. Donc, Misha Cirkunov a le talent, mais lui aussi est dans une... à l'image de plusieurs Canadiens, est dans une mauvaise séquence. Et les autres Canadiens, normalement, sur des cartes canadiennes, il y en a vraiment beaucoup en action. Il y en a 4 si on compte Cirkunov. Il y a Cole Smith à 135 livres, Karl Prepolek à 155 livres. Et c'est lui qui avait perdu contre Nordin Taleb, on en parlait un petit peu plus tôt. Et Brad Katona, lui, j'ai hâte de voir s'il va être capable de revenir. Là. Brad Katona qui a gagné l'ultime combattant. Qui s'entraîne en Irlande. Qui s'entraîne avec... En Irlande, ça? Oui, avec John Kavanagh. Il nous avait habitué à être un style super explosif. Il bouge à son dernier combat. Flat complètement. Puis il perd pour la première fois de sa carrière. Donc, c'est ça, tu as raison. Souvent... On ne sait pas comment les combattants vont réagir après une première défaite en carrière. Là, ça va être intéressant de voir comment Katona va réagir dans ce combat-là. Donc, je le rappelle, ce sera sur les ondes de RDS 2, samedi dès 18h. On va parler à Hugo Girard dans quelques instants pour bien sûr mettre la table sur ce combat de boxe entre lui et Patrick Côté. Je mettrai mon argent sur Hugo Girard. On va lui demander si c'est la bonne solution. On va parler bien sûr de tout ce qui se passe dans sa vie dans quelques instants. Juste avant, peut-être faire le tour de l'actualité. Parce que bon, ce qui retient l'actualité dans les arts martiaux mixtes, c'est bien sûr ce combat qui aura finalement lieu au Madison Square Garden. Nate Diaz contre Jorge Masvidal. Ce sera la finale. Il n'y aura pas de ceinture en jeu, si ce n'est la ceinture du... Je peux pas dire ça, mais on est sur un podcast. BMF, le Baddest Motherfucker. Exactement. De la côte Est contre celle-là de la côte Ouest. Donc, on prend une page du cahier de la WWE là, pour essayer de créer une ceinture, de créer un petit engouement avec ça, qui est comique. Je pense pas qu'on avait besoin d'une fausse belt pour avoir un engouement pour ce combat-là. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte de voir ce combat-là. Diaz, je suis un grand fan des frères Diaz, plus de Nate que de Nick. Et Masvidal, c'est un gamer. Lui, il aurait pu s'asseoir et attendre d'avoir une chance pour avoir un combat de championnat du monde ou avoir un combat plus d'importance. Mais Diaz, je ne sais même pas s'il est classé. Je pense qu'il est classé à 170 livres, mais il est plus là pour son nom.
pour le fait que c'est un combattant excitant que pour ses accomplissements des dernières années. Là. Il a passé 3 ans sur la touche. Il est revenu avec une grosse victoire Mais le mois passé. Quand on vous dit c'est un fight fans, on fait des combats pour les fans, on fait des combats qu'on est supposé d'avoir et ce que le monde veut. Exactement ça, l'UFC. Encore une fois, il y a la marchandise. Masvidal contre Diaz, ça va être extraordinaire. Mais tu as vu, ça a failli pas voir le jour. En fait, l'UFC ne veut pas trop mettre des combats en finale lorsqu'il n'y a pas de ceinture de championnat du monde en jeu. Et là, il a fallu surtout sur un pay-per-view. Surtout sur un pay-per-view. Surtout la grosse carte de New York, là, qui est souvent un des gros galas de l'année. On veut faire frapper un grand coup lorsqu'on va au Madison Square Garden, avec raison. On voulait absolument mettre un combat, le championnat des 170 livres, des mi-moyens, entre Colby Covington et Kamaru Usman, le champion. Et là, est-ce que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment qu'on était tout près de signer, tout près d'une entente. Et là, Covington a encore fait son show puis il a dit je veux plus d'argent. Il a dit on me payait comme un simple aspirant alors que je suis le champion. Il a gagné une ceinture intérimaire il y a quelques années. Et, en tout cas, il a dit j'ai jamais perdu ma ceinture, je suis le champion. Bref, je suis ami avec Donald Trump. J'amène Donald Trump au gala. Il vient pour moi, pour me voir moi. Ça vaut beaucoup d'argent pour la compagnie. Donc, je mérite plus de ça. Puis là, il a dit que l'UFC, c'était take it or leave it. Puis il a décidé de leave it. Ouais, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec ça. Il va peut-être se faire bypasser. Je ne sais pas, ça sera juste de sa faute. De fortes chances. Ouais. Mais ça, il a dit moi, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour faire du cash. Ouais. Bon, okay. Alors, c'est ça. En fait, on peut pas lui en vouloir non plus de vouloir négocier puis de vouloir plus d'argent. Si les termes lui convenaient pas, qu'ils disent non. D'un autre côté, c'est aussi la prérogative de l'UFC de mettre un autre combat à sa place. C'est ça. Puis, tu sais, regarde, on a ça, mais on a aussi Gastelum comme Darren Till. Donc, ça va être solide aussi, cette carte-là. Donc, écoute, ça va être. C'est sûr qu'il manque peut-être un combat solide pour être sur le pay-per-view. On a Johnny Walker contre Corey Dunson, mais je pense qu'il manque un gros combat. Ouais, est-ce que cette carte-là, est-ce que tu as vu si cette carte-là était finalisée? Non, il n'y a pas encore. Jusqu'à maintenant, c'est ça, mais il reste encore quelques combats probablement. Beaucoup de choses à annoncer. C'est parce qu'on voulait mettre au début John Jones pendant un certain temps contre Jan Blachowicz. Tout porte à croire que ça sera au mois de décembre. La carte d'après, probablement, celle de Las Vegas, avec encore une fois Amanda Nunes. Probablement sur cette carte-là aussi. Donc, il faut quand même qu'on sépare un petit peu nos combats. Mais je pense que c'était la bonne décision à prendre, de mettre, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu, de mettre Masvidal contre Diaz en finale. Ça va tirer autant qu'un combat. C'est ça va, 100%. Et sinon plus. Là. Donc voilà pour cette carte-là. Peut-être un mot sur Bellator la semaine dernière. Ryan Bader qui a conservé son titre, en fait, parce que c'est un no contest, ce qui s'est passé contre Cheick Kongo. Tu soupires à cause de quoi? À cause de comment le combat s'est passé ou de... Écoute, moi je pense Kongo fait du Kongo. Je pense qu'il aurait pu continuer. Après ça, ça virait en brawl. Ouais. Écoute, il y a eu un doigt dans l'œil accidentel de Ryan Bader. Et là, Cheick Kongo a dit je peux pas continuer malheureusement. Donc ça a été une nulle technique. En fait, ce combat-là n'est pas nul. Ce combat-là ne compte pas. Donc, c'est un no contest. C'est un no contest. Puis, et là, il y a des gens qui disent il devrait recommencer. Mais là, en même temps, c'était tellement plate. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pas super le fun. Puis Kongo se faisait dominer le temps que ça a duré au premier round. Entre les deux, Bader a déjà battu Rampage au UFC aussi. Il y a de l'animosité aussi là-dedans. Rampage est rentré là-dedans. Rampage, qui est un ami de Cheick Kongo, était par la suite... dans la cage de Bellator et s'est mis à invectiver Bader en disant tu fais exprès, t'as fait exprès de mettre le doigt dans l'œil de mon ami, nanana. Donc ça s'est mis à brasser un petit peu. Je pense pas qu'on va aller vraiment plus loin que ça. Peut-être qu'on veut vendre un combat potentiel entre Rampage Jackson et Ryan Bader, peut-être justement parce qu'il y a un historique entre les deux à l'UFC. Peut-être, mais Kongo a dit que s'il battait Bader, il devait être considéré comme le meilleur poids lourd au monde. Tu vois, il y a un peu de délusion dans le Bellator là, qui renferme d'excellents combattants, mais des fois, Kongo, Kongo, c'est pas la première fois qu'il fait des affaires comme ça. Là. Je veux pas dire qu'il n'avait pas eu un doigt dans l'œil, mais de là à
pu continuer ou des choses comme ça. Je sais pas. Puis en plus, c'était au début du combat. Fait que c'était pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ouais. Donc, on essaie de rejoindre Hugo Girard pour notre entrevue téléphonique. On a de la difficulté à le rejoindre. Je vais demander à Pat, texte le don, voir. Peut-être s'il veut répondre. Peut-être mentionner que ce combat-là aura lieu le 20 octobre au Centre Pierre Charbonneau de Montréal. Ça va être sur une carte de la nouvelle écurie de boxe de ton ami Yann Pellerin, New Era Boxing, qui sont un peu affiliés avec le groupe Yvon Michel, avec Jim. Oui, sur la même licence que groupe Jim, dans le fond. C'est le deuxième gala de New Era qui va voir le jour au Centre Pierre Charbonneau. Ce gala-là, on veut remettre la boxe locale sous les feux de la rampe. Donc, c'est seulement des combattants locaux qui vont être là, que ce soit sur la boxe, que ce soit dans les combats d'arts martiaux mixtes. Il y a les également. deux, c'est ça. Il y a les combats d'arts martiaux mixtes dans un ring. Et il va y avoir 4 ou 5 combats d'arts martiaux mixtes. Le reste, c'est des combats de boxe, dont la ceinture des 170 livres de champion canadien en finale. Cotroni face à Francis Lafrenière. Okay. Francis Lafrenière qui a déjà gagné les combats de l'année. The People's Champ. The People's Champ, qui est un combattant que j'adore. Et un ancien partenaire d'entraînement, by the way. Et cette carte-là, eh bien, Hugo et moi, on va faire un combat de boxe exhibition. Donc, ne demandez pas qui va gagner, ça va finir nul. Okay? Je vous le dis tout de suite, l'exhibition, c'est nul. Et là, mettez pas d'argent là-dessus. Non, c'est ça. On parle à ceux qui nous demandent souvent, qui nous en veulent, des pronostics. Mais ça va finir nul. Donc, c'est pour ramasser des fonds. Est-ce que c'est chorégraphié un petit peu? Non, c'est pas chorégraphié. Vous allez changer des coups. Oui, écoute, on va là. On est 2 athlètes à la retraite, mais 2 athlètes fiers quand même. Donc, on va là, puis c'est pour ramasser des fonds pour le défi sportif Altergo. Okay. Donc, c'est le défi sportif, c'est la plus grosse réunion sportive au Canada qui, en général, peu importe les athlètes, mais ces athlètes-là ont une handicap mental ou physique. Donc, c'est pour ramasser des fonds pour mettre la lumière justement sur cet organisme-là qui est le défi Altergo. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Girard, il a été nommé, il a déjà remporté le titre d'homme le plus fort au monde. Il a participé à plusieurs reprises à la compétition, c'est souvent très bien classé, a eu le titre, si je ne me trompe pas, c'était en 2002. Il est depuis un certain temps à la retraite, mais était longtemps l'homme le plus fort au Canada aussi. Et continue de s'entraîner. Il s'entraîne avec mon ami Vincent Morin, qui est, je pense que c'est du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais Vincent, qui est un gros fan de boxe, a travaillé pour le groupe Jim, travaille un peu avec Yann aussi, avec New Era, puis c'est lui le coach à Hugo Girard, puis il me disait l'autre jour, il dit ça n'a pas de sens comment ce gars-là frappe fort. Ben écoute, si on y met... Vincent, honnêtement, il n'est pas grand. Non, mais si on y met un peu de technique là-dedans, c'est sûr qu'il pèse 340 livres. Là. Donc, il va être capable de déployer un peu de puissance. Évidemment, la vitesse, c'est pas son meilleur ennemi. Son meilleur ami, mais c'est sûr que c'est un gros bonhomme, puis c'est un athlète. Là. Donc, c'est sûr qu'il est capable de quand même pogner ça assez rapidement. Je sais qu'il s'entraîne très, très fort. Hugo et moi, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Donc, on a échangé quelques textes. Mais je sais qu'il s'entraîne très, très fort justement pour donner un bon show au monde qui vont se déplacer. Parce que c'est ça l'important aussi. T'sais, on ne veut pas rire de ce sport-là. On ne veut pas rire de la soirée. On ne veut pas non plus voler la vedette aux vrais combattants qui vont être là sur cette carte-là. Nous, on fait ça pour justement attirer plus de monde, pour que la curiosité des gens les amène à cette soirée-là, pour venir encourager les talents locaux, pour que eux, les nouveaux, la relève, se battent devant une salle qui a du monde. Parce que se battre devant des bancs vides, là, moi, je l'ai déjà fait en début de carrière, c'est plate, hein, maudit, là, sérieusement. Ça enlève un petit quelque chose à l'expérience. Ouais. Et rattaché à ça, la moitié de la recette de la soirée, eh bien, on redonne tout ça à la fondation, à l'organisme Altergo, au défi sportif, qui Hugo est porte-parole de ça aussi. Hugo est porte-parole d'Altergo. C'est pour ça qu'on fait ça, en gros. Est-ce que ça t'inquiète quand même, sa puissance? Là? Puis l'autre aspect aussi, c'est que je pense qu'il va falloir y faire des gants sur mesure. Là, parce qu'il y a tellement des grosses mains. Là. Oui, on va faire des gants sur mesure pour lui. Ben, écoute, est-ce que ça m'inquiète? C'est sûr que je ne vais pas faire exprès pour me faire frapper par un gars de 340 livres. Là. Mais on est là pour donner un spectacle. Il ne sera pas là pour te... C'est ça, il ne frappera pas à pleine puissance, probablement. Toi moi, non plus. Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'expérience. Donc, c'est sûr que se retenir pour lui, il ne connaît pas ça. Mais c'est correct. On s'en va là pour donner un spectacle. On va être là en face du ring. Puis, je n'aurais pas besoin de couper les angles. Il va être là. Il prend la moitié du ring. Là. Donc, on va être là, on va être en face de l'autre. Puis, écoute, c'est 3 rounds de 2 minutes. Là, fait que, c'est vraiment un aspect
plus spectacle, justement pour attirer du monde et pour mettre la lumière sur l'organisme de Défi sportif Alter-Ego. Je sais pas, j'aurais voulu lui poser la question. Malheureusement, on n'est pas capable d'établir la communication avec Hugo. Peut-être qu'on aura la chance de lui reparler dans un autre épisode ou un petit peu après l'émission, mais si c'est le cas, on va mettre ça en ligne également. J'aurais aimé ça lui demander si ça fait longtemps qu'il s'entraîne en boxe, puis si il espère que ça aille plus loin. Est-ce que tu sais, est-ce qu'Hugo t'en a parlé, si... un combat professionnel, peut-être, avec New Era? Je sais pas, mais ça va être difficile de trouver des gars de son poids, par exemple. Là. Parce que ouais, même poids lourd, il y a quand même une limite de poids. Là. Tu peux pas peser 340 livres. Puis, à l'UFC, c'est 265 livres. Je pense qu'à la boxe aussi, tu peux pas. Sérieusement, je ne sais pas. Butterbean s'est déjà battu. Donc, ouais, ben écoute, c'est dur à dire. Mais c'est pas n'importe qui va aller se mettre. Même si le gars n'a pas d'expérience, en est à ses débuts professionnels, c'est pas n'importe qui va aller se mettre devant l'homme le plus fort au monde bon, ça fait 15 ans, là, mais quand même. Là, comme je pense que Hugo Girard, est demeuré là, quand même un gars très en forme, très actif. Comme je vous le disais, il s'entraîne très fort. Vincent me l'a dit. Vincent Morin, son coach, m'a dit il est souvent au gym, puis il m'en fait voir de toutes les couleurs. Puis il dit parfois, quand il y a les pads, Vincent, là, il est obligé de se tenir sur ses deux pieds parce que ça brasse un petit peu. Là. Donc, écoute, c'est ça, je te dis. C'est un gars c'est un gros bonhomme, c'est un athlète. Donc, il va attraper ça rapidement. Puis si on est pas moi, là, mais si eux sont capables de lui mettre un peu de technique, puis d'y montrer comment tourner les hanches, puis pas juste frapper avec ses gros bras, c'est sûr qu'il va être capable de déployer de la puissance. Puis ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est donner un spectacle. Ouais. Donner un spectacle pour le monde qui vont être là, qui vont payer pour venir voir les combattants, pour encourager la relève d'aujourd'hui et la relève de demain surtout. Donc, allez voir ça. Les billets sont en vente présentement. New Era Boxing, vous allez trouver ça sur Internet. Le gala, en fait, complet a lieu le 20 octobre prochain au Centre Pierre Charbonneau de Montréal. Oh! Il est là! Oh là! Hugo! Bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien. On n'y croyait plus. On est très content que tu sois avec nous. Écoute, on vient de parler du combat le 20 septembre là, contre Pat ici. Là. Est-ce que... Bon, Pat, il dit que ça va se terminer en nul. Il s'attend pas à ce que tu le frappes trop. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir trop peur de tes coups. Là. J'ai jamais dit ça. Est-ce que tu t'attends à y en faire voir de toutes les couleurs là, ou quoi? Écoute, je pense que c'est un combat de boxe. Un combat, ça se décide sur le ring. On va avoir pas mal de fun à se taper dessus. Oui, écoute, c'est ça l'important. Puis ça, je disais, Hugo, nous, on va là, on va donner un bon spectacle, on va donner tout ce qu'on a, mais évidemment, il y a une raison pourquoi on fait ça, il y a un organisme pourquoi on fait ça. Moi, ça, tu m'en parles un petit peu. Pourquoi, justement, qu'on fait ce combat de boxe-là? Écoute, nous, il y a deux raisons. Premièrement, à vrai dire, il y a trois raisons. Première des choses, on fait pour une bonne cause, c'est pour le défi sportif Alter-Ego. Ça, c'est le plus grand événement multisport au Canada. Je pense que chez RDS, vous êtes déjà très au fait du défi. Vous le connaissez, vous couvrez l'événement chaque année. Les athlètes qui ont une déficience intellectuelle ou physique, qui se dépassent et qui font des choses extraordinaires. Moi, je suis porte-parole depuis maintenant 3 ans. Et ça m'a vraiment touché. Donc, on va remonter des fonds pour cette cause-là. Deuxième raison, c'est qu'on va permettre à des boxeurs amateurs puis locaux, d'avoir une plateforme pour se faire voir leur talent, se faire connaître. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. On a du talent au Québec, vraiment des bons athlètes. Et troisième raison, pour moi, c'est un défi personnel de pouvoir passer à travers l'entraînement de boxe, c'est un ring, vivre l'expérience. Je suis un amateur de boxe et de le faire comme un athlète, comme pas de côté. Mais écoute, c'est une expérience que je ne peux pas manquer. Ben, tu parlais de ton entraînement de boxe. Hugo, comment ça se passe avec... mon chum Vincent Morin, là, qui est ton coach, il m'a montré des photos. Là. Apparemment que tu y en fais voir pas mal de toutes les couleurs. Bon, Vincent, c'est pas le plus gros gars, là, mais quand il faut qu'il se tienne les deux pieds plantés quand tu frappes l'impad. Là. À vrai dire, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est lui qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Ah ouais? OK. Parce que c'est pas tant au niveau de travailler en fonction de la puissance, c'est de préparer une préparation physique. Puis ça, je le savais, parce que je suis dans le domaine sportif depuis beaucoup d'années. Je suis un amateur de boxe. Mais lorsque tu le vis, puis d'aller chercher pas ces caractéristiques-là, mais les techniques pour les mettre en application. J'ai pas le physique de l'emploi, j'ai pas le physique de boxeur. Donc, ça demandait une bonne période d'adaptation, beaucoup de pratique. Et là, Vincent m'en fait voir parce que il y a une préparation cardiovasculaire qui est importante.
oui, c'est 3 rondes de 2 minutes, c'est pas beaucoup. Mais lorsque tu bouges tout le temps, t'esquives, tu lances des coups, on s'essouffle rapidement. Puis lorsque tu pèses au-dessus de 300 livres, mettons que la lactique, elle monte assez rapidement, elle aussi. Ben justement, là, c'est 3 rondes de 2 minutes. Ça, à la maison, ça peut paraître pas beaucoup, mais puis Pat pourra en parler. Je pense que c'est plus dur que ça en a l'air, 3 rondes de 2 minutes. De là, c'est pour ça aussi que l'entraînement de boxe, pour ceux, pas juste pour ceux qui veulent aller dans le ring et se battre professionnellement ou amateur, mais juste l'entraînement de boxe, c'est un excellent exercice, là, Hugo. Hein? Oui, puis tu sais, moi, je lève mon chapeau à Hugo aussi parce que l'entraînement, il sort de sa zone de confort complètement. Et frapper dans un sac là, pour avoir un bon cardio, c'est correct, là. Mais le sac, il ne redonne pas les coups. Donc, aussi, rentrer dans un ring, faire du sparring avec du monde qui vont te frapper pour vrai et apprendre ça ou être confortable avec ça dans une courte période de temps parce que ça fait pas des années là, que Hugo fait ça. Et il va vraiment sortir de sa zone de confort lorsque la cloche va sonner puis on va être un en face de l'autre. Donc, c'est sûr que je lève mon chapeau à Hugo pour son accomplissement personnel, mais aussi pour la cause pourquoi on fait ça. Ben, écoute, moi, c'est un peu ça. Tu as raison, Pat, parce que le défi, c'est ça. Et c'est l'entraînement va au-delà de se donner des coups. La boxe, c'est un sport, il y a des règles. Alors ça, c'est comme un jeu d'échecs. La seule différence, c'est que malheureusement, si tu prends la mauvaise décision, tu fais une erreur, mais oui, tu vas recevoir un coup, mais c'est à l'intérieur de règles. Donc, le but, c'est pas de blesser notre adversaire. Le but, c'est d'en donner plus qu'on en reçoit, de bien paraître. Et moi, personnellement, mon défi, c'est de passer à travers l'entraînement. L'entraînement, pour être honnête avec toi, tu l'as mentionné, l'entraînement de boxe, c'est incroyable. Les gens ne sont pas obligés de se taper sa gueule pour faire de la boxe. Tu peux passer à travers l'entraînement de boxe, te mettre en forme. Et s'il y a quelque chose qui te met en forme, c'est de la boxe. Par contre, tu veux aller à un niveau plus élevé, vivre un peu c'est quoi la compétition et la perspective par la suite, lorsqu'on regarde les boxeurs à la télé, ça change complètement notre perspective. Et là, on peut réaliser que finalement, c'est vraiment des athlètes et c'est pas seulement, comme on dit, là, des toughs qui se tapent dessus, là. Faut être brillant pour être bon en boxe. Bon, Hugo, parlant d'athlète, t'en es un quand même solide. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, je regardais RDS, je regardais les fameuses compétitions d'hommes forts. Es-tu en train de traiter de vieux? Ben non, c'est peut-être moi qui est jeune, là, je sais pas. Mais non, mais c'est parce que je regardais 2002. Tu sais, tu as participé aux compétitions d'homme le plus fort au monde là, au début des années 2000. Tu as été sacré champion homme le plus fort de la planète en 2002. Je sais pas, est-ce que tu entraînes encore? Je sais qu'après ta carrière, tu t'es mis à entraîner la relève. Est-ce que tu fais encore ça aussi? Non, maintenant, j'entraîne les gens à se mettre en forme. Moi, je suis propriétaire d'un centre de conditionnement physique. J'essaie de motiver les gens. L'aspect compétition, j'ai pris ma retraite en 2008. J'ai passé à d'autres choses. Maintenant, le gros de mes activités ne tourne pas nécessairement autour du gym. Par contre, le gym fait partie de ma vie, d'être en santé. Ça fait partie de ma vie de promouvoir les valeurs qui tournent autour de la santé et d'être dans une bonne condition physique. Et peu importe la discipline sportive que vous pratiquez, moi, là, c'est ma vie. Ça a sauvé ma vie. Ça m'a donné une deuxième carrière, une troisième carrière. Donc, je m'entraîne de toute manière. Ça me permet, encore une fois, même si, oui, je suis plus si jeune que ça, mais ça permet de ralentir le processus de vieillissement, de me garder jeune, de continuer à me dépasser, de vivre une expérience incroyable. En même temps, au passage, de pouvoir mettre les gants comme un gars qu'on ne pas de côté. Je pense que ça va lui faire du bien de se faire ramener sur Terre un peu. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, ça va être un catchweight, je te confirme. On sera pas proche un de l'autre. Non, ça c'est sûr. Hugo, mais est-ce que ça a changé peut-être ta perception, tout ça? Parce que, bon, tu as donné beaucoup d'entrevues là-dessus, mais ce que tu as fait dans ta carrière, là, c'est un accomplissement physique incroyable, mais c'est extrêmement dur physiquement. Donc, le fait d'apprendre, de t'entraîner en boxe, puis de dire, OK, moi, je m'entraîne maintenant, mais pour me mettre en santé, puis pour être bien aussi. C'est pas juste pour la performance. Est-ce que ça a changé ta vision un petit peu du sport? Puis si un jeune qui vient te voir et qui dit, hey, moi, je vais être le prochain Hugo Girard, tu es peut-être plus en mesure de dire, ben, fais-le pour les bonnes raisons, mon jeune. Fais-le pas juste pour être populaire, fais-le pas juste pour gagner les plus grands honneurs, mais fais-le aussi pour toi puis pour être bien dans ton corps. Est-ce que ça change la perspective? Ça a toujours été un moteur pour moi. Oui, je m'entraînais pour être le plus fort, mais le moteur de motivation a toujours été je veux être en santé. J'ai commencé à m'entraîner à 12 ans. J'étais conscient qu'une carrière d'athlète, ça a une fenêtre d'opportunité qui est quand même relativement courte. Et là, j'ai la beauté de continuer à m'entraîner. L'entraînement de boxe, on s'entend, je ne me porte pas une autre carrière sportive.
Sauf que je vis un défi qui m'amène encore une fois à continuer à me mettre en forme, à repousser mes limites et de pas tomber dans une zone de confort où tout d'un coup, on a l'impression qu'on s'entraîne. On se garde en forme, mais tranquillement, pas vite, année après année, on prend un petit 5 livres. Après 2 ans, c'est 10 livres. Après 3 ans, c'est 15 livres. Donc, il faut se challenger. Il faut trouver des façons de ne pas justement tomber trop, là. On est bien dans nos pantoufles, on change rien. Mais je peux te le dire, l'entraînement, elle m'a vraiment sorti de ma zone. Puis j'adore ça parce que je sens pas mon âge. Ça m'amène à me garder en forme. Puis je vais possiblement continuer à m'entraîner après avoir fait cet événement-là parce que justement, pour moi, être en forme, être en santé, bien, ça me permet de pouvoir fonctionner et de performer dans d'autres sphères de ma vie aussi. Le message est lancé. On le fait pour les bonnes raisons. Hey, avant de te laisser partir, Hugo, est-ce que tu es un fan d'arts martiaux mixtes? Parce que tu sais que tu es sur un podcast d'arts martiaux mixtes présentement. Est-ce que tu écoutes ça un petit peu? Ah oui, je suis ça aussi, là. Écoute, moi, je suis avant tout un fan des athlètes québécois. J'ai suivi Pat, j'ai suivi Georges, j'en ai suivi d'autres aussi. On en a des jeunes qui sont bons. De tout ce qui peut permettre justement à nos athlètes de pouvoir performer sur la scène mondiale, je trouve que c'est un beau cadeau. Puis on est chanceux parce qu'on a des pionniers au Québec qui ont ouvert la voie. Des gars comme Pat, justement. Là. Moi, je m'en souviens au début des années 2000, parce que les hommes forts, ça a été pas mal à l'époque où on était au top, là, au niveau popularité. Puis j'ai vu ça s'en venir à Spike TV. Il y avait Ultimate Fighter. Puis là, je le savais, je l'avais dit à ma blonde à l'époque, j'ai dit ça, là, c'est la prochaine affaire qui va lever. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Oui, effectivement. Puis tu parles des pionniers. À cette époque-là, début des années 2000, Pat commençait, David Loiseau également. Georges est arrivé pas longtemps après. C'est vrai qu'on est des bons précurseurs dans quelques domaines ici, ici on au espère Québec. que la relève va continuer. Puis on leur souhaite le meilleur. Là. Hey, ça se passe le 20 septembre prochain, ce combat de boxe-là. 20 septembre ou octobre? 20 septembre. C'est vendredi dans 2 semaines. Je dis octobre depuis tantôt. Non, c'est vendredi dans 2 semaines. Pas vendredi prochain. L'autre, le 20 septembre. Donc, ça se passe au Centre Pierre Charbonneau. Le 20 septembre, sous la carte de New Era. C'est une vraie carte de boxe et de combat d'arts martiaux mix aussi. Venez encourager la relève. Venez nous voir, Hugo et moi. On va donner un bon spectacle et venez encourager la cause et surtout venez encourager les talents locaux parce qu'on veut mettre la lumière sur les boxeurs locaux, les athlètes locaux pour leur donner un petit coup de pouce pour continuer justement de nous représenter sur peut-être la scène internationale un jour. Oui, puis on a une ceinture canadienne aussi qui est en jeu là, ce soir-là, en finale là, du gala. Là. Exact. Contre Cotroni, oui. Donc, l'invitation est lancée 20 septembre. Hugo Girard, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes pour cette entrevue. Pat, merci beaucoup comme d'habitude. Plaisir. Écoutez, je vais être meilleur la semaine prochaine, je vous le confirme. En attendant, allez nous écouter sur le rds.ca/balado-diffusion. Vas-y. Si vous voulez des billets, c'est sur le ovation.qc.ca. Vous cliquez, vous allez chercher l'événement New Era promotion, puis vous allez pouvoir vous acheter des billets là-dessus. Excellent. rds.ca/balado-diffusion sur l'application de RDS également, application iHeartRadio. Toutes vos plateformes d'écoute de podcast. On est même sur YouTube. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao! Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec!